Le bruit mat du sac de Daniel frappant le bitume aurait pu passer inaperçu s'il n'avait pas été chargé du poids d'un monde. Il resta là, immobile quelques secondes, les épaules voûtées, le souffle court. Ce n'était pas la chute du sac qui lui coupait le souffle. C'étaient les mots. Ceux que le proviseur Winters venait de prononcer sans ciller, les yeux plongés dans les siens avec ce regard de verre. Cette école n'a jamais été destinée aux enfants de fermiers. Ces paroles n'étaient pas seulement dures. Elles étaient tranchantes, humiliantes. Elles portaient le poids d'un rejet soigneusement dissimulé sous le vernis des bonnes manières et du prestige académique. Il serra les dents, tentant d'étouffer l'élan de rage et de chagrin qui lui montait à la gorge. Pas ici. Pas devant eux. Pas devant ce bureau décoré de trophées et de diplômes accrochés au mur, témoin silencieux d'un monde auquel on lui faisait comprendre qu'il n'appartiendrait jamais. Daniel tourna les talons, retenant ses larmes. Chaque pas vers la sortie lui semblait plus lourd que le précédent. Il imaginait déjà les visages de ses parents lorsqu'il leur annoncerait ce qu'il redoutait depuis longtemps. Il n'avait jamais été le bienvenu. Les murs de la prestigieuse Rosewood Academy semblaient se refermer derrière lui. Le couloir principal était presque désert, mais pas assez pour lui éviter les regards en coin de certains élèves, l'indifférence feinte des autres. Il pressa le pas. La honte, quand elle s'installe, prend toute la place. La petite route de gravier qui menait à la ferme familiale s'étirait à perte de vue, bordée de champs encore humides de la rosée du matin. Il connaissait chaque pierre, chaque bruit, chaque odeur. Et pourtant, ce jour-là, il se sentait étranger même à cet endroit. Comme si l'humiliation qu'il venait de subir collait à sa peau, contaminant jusqu'à l'air qu'il respirait. À l'horizon, il aperçut la silhouette de la maison familiale. 2 étages simples, du bois usé, une clôture en partie effondrée. C'était leur monde. Leur vie. Et aujourd'hui, elle lui semblait cruellement petite. Sa mère l'attendait sur le perron, les bras croisés, un torchon à la main. Son père, un peu en retrait, adossé à la rambarde, fixait l'horizon comme s'il sentait déjà le nuage arriver. Daniel ne dit rien en montant les marches. Ses yeux rencontrèrent ceux de sa mère. Il baissa aussitôt le regard. « Ils m'ont renvoyé » murmura-t-il. Sa mère plaqua une main sur sa bouche, étouffant un cri. Son père, lui, ne bougea pas tout de suite. Il se contenta de détourner les yeux vers le champ, le visage figé. Le silence fut plus douloureux que n'importe quelle parole. Cette nuit-là, Daniel resta allongé sans trouver le sommeil. Le plafond de sa chambre n'avait jamais paru aussi lointain, aussi vide. Une colère sourde grondait en lui. Ce n'était pas la colère de l'injustice subie, mais celle plus profonde, plus douloureuse encore, de se sentir invisible, remplaçable. Il repensait aux matins passés dans les champs avant d'aller en cours, à ses devoirs faits à la lampe frontale, aux nuits blanches passées à étudier pendant que d'autres passaient leur temps en soirée. Tout cela pourquoi? Pour être jeté dehors, comme un paria. Il ferma les yeux. Un souhait, simple, amer, émergea de cette nuit tourmentée. Si seulement quelqu'un, quelque part, pouvait me voir. Me défendre? Me dire que je compte. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce souhait, dans quelques heures, allait trouver écho. D'une manière spectaculaire. Le matin s'était levé sur la ferme Miller avec la lenteur des jours lourds. Le ciel gris s'étendait au-dessus des champs silencieux, comme s'il partageait le poids qui pesait sur les épaules de Daniel. Les coqs avaient chanté, la vie avait repris son cours, mais dans la chambre du garçon, le temps semblait suspendu. Allongé sur son lit, les bras croisés derrière la tête, il fixait le plafond blanchi par les années. Ses yeux gonflés par une nuit sans sommeil trahissaient la tempête qui le consumait. Dans la pièce voisine, ses parents parlaient à voix basse. Le ton était inquiet, incertain. Ils discutaient probablement de ce qu'ils allaient faire maintenant. Comment rattraper ce rêve gâché, ce sacrifice piétiné? Daniel? La voix douce de sa mère passa à travers la porte entrebâillée. Ton café est prêt, mon cœur. Il ne répondit pas. Comment affronter leur regard? Comment leur dire qu'ils s'étaient battus pour rien? Que tout ce qu'ils avaient économisé, tout ce qu'ils avaient mis de côté pour lui offrir une chance, avait été balayé par le mépris d'un homme bien vêtu? Les uniformes, les manuels, les transports, toutes ces dépenses avaient un goût de cendre. Un grondement sourd résonna au loin. Daniel se redressa, le cœur soudain alourdi d'un pressentiment étrange. Il s'approcha de la fenêtre.
Ce n'était pas le vieux camion de livraison qui passait habituellement le jeudi. Ce qu'il vit le fit cligner des yeux plusieurs fois. Un SUV noir, massif, élégant, progressait lentement sur le chemin boueux qui menait à leur maison. Les vitres teintées et l'emblème doré sur le côté contrastaient violemment avec le décor rural. Qu'est-ce que... La voix de son père retentit depuis le balcon. Daniel. Descends, tout de suite. Il enfila en hâte son pantalon, glissa ses pieds dans ses vieilles baskets, et dévala les escaliers. Ses parents, debout côte à côte sur le perron, fixaient le véhicule stationné devant eux avec une expression mêlant crainte et incompréhension. La portière s'ouvrit. Un homme grand, élégant, en costume bleu marine impeccablement taillé, en descendit. Il était suivi d'une femme au regard sévère, tenant une mallette en cuir, aussi droite qu'un juge entrant dans une salle d'audience. « Monsieur et Madame Miller » demanda-t-il avec un sourire poli. « Je suis Victor Hammond, représentant personnel de Madame Eleanor Reynolds. » Le souffle de Daniel se coupa. Il connaissait ce nom. Tout le pays le connaissait. Eleanor Reynolds. Une des femmes les plus influentes du pays. Magnat des affaires. Philanthrope redouté et admiré à la fois. Un nom qui pesait autant qu'un empire. « Nous cherchons Daniel Miller », déclara la femme avec une voix grave et assurée, ses yeux trouvant immédiatement ceux du garçon. Le père de Daniel se plaça instinctivement entre eux, les bras croisés. « Mon fils n'a rien fait. Si cela a un rapport avec ce qui s'est passé à l'école, nous... » Justement, l'interrompit Victor d'un ton calme. Madame Reynolds a été informée des circonstances de son exclusion de Rosewood. Et elle est, disons, particulièrement intéressée par la manière dont cette affaire doit être résolue. Un silence stupéfait s'abattit. « Nous pouvons entrer » demanda la femme. « Nous avons beaucoup de choses à discuter, et peu de temps. » Assis dans leur petit salon aux murs tapissés de photos de famille, Daniel, ses parents et les visiteurs entamèrent une conversation irréelle. Victor présenta un dossier parfaitement classé. À l'intérieur, une fiche complète sur Daniel, résultats, évaluations, rapports d'enseignants, même des lettres de recommandation que lui-même n'avait jamais vues. Cela fait plusieurs mois que nous suivons ses progrès. Mais l'événement d'hier a précipité notre décision. La mère de Daniel posa une main tremblante sur l'épaule de son fils. « Quelle décision » demanda-t-elle d'une voix blanche. Victor échangea un regard avec sa collègue. Madame Reynolds estime que le potentiel ne devrait jamais être écrasé par le préjugé. Elle est prête à s'impliquer personnellement. Non seulement pour réparer cette injustice, mais aussi pour offrir à Daniel l'avenir qu'il mérite. Le silence tomba à nouveau, plus épais encore. Intervenir comment demanda prudemment le père de Daniel. Victor regarda sa montre. Si vous acceptez notre proposition, tout sera clarifié dans. Il marqua une pause, le regard légèrement malicieux. Exactement 1h45. Juste à temps pour arriver à l'Académie Rosewood avant la fin de la matinée. Le cœur de Daniel accéléra. Revenir là-bas? Après ce qu'ils m'ont fait? Comme s'il lisait dans ses pensées, Victor posa une main rassurante sur son épaule. Daniel, je peux te garantir une chose, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais traité comme tu l'as été hier. Pas tant qu'Eleanor Reynolds est de ton côté. Il y avait dans sa voix une certitude qui perça l'armure de doute que Daniel portait depuis trop longtemps. Victor se leva, tendit la main vers lui, les yeux brillants d'un feu discret. Alors, Daniel Miller. Es-tu prêt à écrire l'histoire? Le jeune garçon regarda ses parents. Sa mère hochait lentement la tête. Son père, après un long silence, fit de même. Puis il tourna les yeux vers la main tendue, et dans un souffle profond, la serra. Je suis prêt. Le moteur du SUV ronronnait doucement alors qu'il glissait à vive allure sur l'asphalte lisse menant vers les hauteurs de la ville. Daniel, assis à l'arrière, regardait les champs défiler par la vitre, son reflet mélangé à celui d'un monde en mouvement. Le silence à l'intérieur du véhicule n'était pas pesant. Il était concentré. Dense. Dans le rétroviseur, Victor jetait de temps à autre un coup d'œil vers lui, comme s'il surveillait une étincelle sur le point de devenir flamme. « Ce que tu fais aujourd'hui demande du courage, » dit-il soudain. « Mais tu n'es pas seul. » Daniel hocha la tête sans répondre. Son estomac était noué. Retourner à Rosewood? Repasser devant ses regards, ses ricanements, ses murmures? Il ne savait pas s'il pourrait encaisser une fois de plus.
Mais il n'y allait pas comme un élève suppliant qu'on le reprenne. Il y allait comme quelqu'un à qui une chance avait été offerte. Et cette fois, il n'avait pas l'intention de la laisser passer. Un deuxième SUV rejoignit le leur. Puis un troisième. Un petit cortège noir, digne d'un convoi officiel, s'était formé presque naturellement. Ce n'était plus seulement une affaire scolaire. C'était devenu un événement. Au loin, les hauts murs en briques rouges de l'Académie Rosewood se profilèrent. Le portail principal, encadré de colonnes blanches, se dressait comme une frontière entre deux mondes, celui qu'il avait rejeté, et celui qu'il s'apprêtait à affronter. Victor consulta sa montre. 10h43, nous arrivons juste avant la pause de milieu de matinée. Timing parfait. À peine les véhicules eurent-ils franchi les grilles que le campus tout entier sembla se figer. Les élèves, rassemblés dans la cour, s'immobilisèrent, les conversations s'arrêtèrent net. Les SUV s'arrêtèrent l'un après l'autre sur l'allée principale, les moteurs s'éteignirent dans une parfaite synchronisation. Puis, la portière du véhicule de tête s'ouvrit. Et Eleanor Reynolds descendit. Un tailleur noir impeccable. Des talons élégants. Une posture droite, assurée. Ses lunettes de soleil reflétaient le bâtiment principal de l'académie. Chaque mouvement était mesuré, précis, empreint de calme et de pouvoir. Elle n'avait pas besoin de parler pour faire taire une foule. Elle incarnait la tempête silencieuse. À sa droite, Daniel posa le pied au sol. Il se redressa lentement. Pas pour se donner une contenance, mais parce qu'il le fallait. Parce que cette fois, tous les regards étaient pour lui mais pas de la même manière qu'hier. Il n'était plus l'élève humilié, le garçon invisible. Il était au cœur d'un moment qu'aucun d'eux n'oublierait. Des chuchotements émergèrent. Des téléphones furent dégainés, des murmures montèrent parmi les élèves. C'est elle. C'est Reynolds. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Et Daniel? Il n'avait pas été viré? Tout en haut de l'escalier de marbre blanc, à l'entrée principale, le proviseur Winters s'était figé. Le teint pâle, la mâchoire serrée. Il observait la scène, immobile comme une statue. Derrière lui, quelques enseignants jetaient des coups d'œil nerveux. Eleanor marcha d'un pas assuré vers les marches. Daniel la suivait. À mesure qu'ils avançaient, le silence se faisait plus profond, plus total. Rosewood, l'école des héritiers et des privilégiés, était muette devant une femme dont l'ombre pesait plus lourd que tous leurs noms de famille réunis. Arrivée à quelques mètres du proviseur, Eleanor s'arrêta. « Monsieur Winters, dit-elle calmement. Il y a des discussions urgentes que nous devons avoir. Et elles ne se feront pas à huis clos. » Le proviseur tenta un sourire maladroit. « Madame Reynolds, quelle surprise. Si seulement nous avions été prévenus. Je préfère les visites inopinées. » Répliqua-t-elle en retirant lentement ses lunettes. Elle révèle la vraie nature des institutions. Autour d'eux, les élèves formaient un demi-cercle discret mais curieux. Daniel sentait les regards sur lui. Mais ce n'étaient plus les mêmes. Il ne savait pas encore s'il devait y voir de la peur, de la honte ou de la reconnaissance. Peut-être un peu des trois. Victor s'avança, une tablette à la main. « Vous reconnaissez ces documents, monsieur le proviseur ?» Winters jeta un regard à l'écran. Son visage se décomposa. « Ces documents sont des papiers internes. Je ne comprends pas comment. Ce sont des faux, coupa Eleanor. Et leur création constitue un acte de dissimulation disciplinaire. » Elle leva la voix, portant ces mots jusqu'au bout de la cour. Cette école a humilié un élève publiquement. Il sera donc rétabli publiquement. Tyler Prescott, adossé à un mur, tenta de reculer discrètement. Tyler, dit-elle sans même le regarder. N'est-ce pas ton père qui siège à mon conseil d'administration? Je suis curieuse de savoir comment il réagira en découvrant la manière dont son fils traite les autres élèves. Le jeune homme blêmit. Eleanor se tourna vers Winters. Monsieur le proviseur, vous avez menti. Vous avez falsifié des motifs disciplinaires pour masquer un rejet motivé par des origines sociales et, disons-le franchement, raciales. La foule retint son souffle. 3 actions immédiates, continua-t-elle. Premièrement, je fais don de 20 millions de dollars à Rosewood pour créer un programme de bourse réservé aux élèves issus de milieux ruraux et des minorités. Deuxièmement, Daniel Miller est réintégré sur le champ. Troisièmement, une enquête est officiellement ouverte sur l'ensemble des décisions disciplinaires prises durant votre mandat.
Victor ajouta, sans émotion. Le conseil d'administration a déjà été informé. 3 membres sont affiliés à la Fondation Reynolds. Ils ont donné leur accord ce matin. Le visage de Winters vira du blanc au rouge. Il ouvrit la bouche, puis la referma. La partie était finie. Eleanor se tourna alors vers Daniel, le regard fier. Le choix t'appartient désormais. Revenir ici ou écrire ton avenir ailleurs. Mon offre tient toujours. Daniel balaya la foule du regard. Ces visages qui hier encore riaient ou détournaient les yeux. Puis il leva la tête et répondit d'une voix calme, assurée. Merci pour vos excuses, monsieur le proviseur. Mais j'ai trouvé un endroit où mon potentiel sera pleinement reconnu. Et sous les regards médusés, une salve d'applaudissements, timide d'abord, puis grandissante, jaillit de la foule. Daniel, le fils de fermier, marchait à présent aux côtés d'une des femmes les plus puissantes du pays, vers un avenir que plus personne n'osait lui refuser. Le calme était revenu dans le SUV noir, mais à l'intérieur, Daniel sentait une agitation nouvelle prendre racine. Le grondement des moteurs avait cessé, remplacé par le silence des villes riches, celui que l'on ne remarque que lorsqu'on a appris à écouter le bruit du manque. Assis sur le siège de cuir souple, il regardait les bâtiments de Rosewood s'éloigner à travers la vitre teintée. Il ne se retourna pas. À côté de lui, Eleanor Reynolds avait croisé les jambes, parfaitement droite, le regard fixé sur l'horizon. Tout en elle transpirait la maîtrise. Le pouvoir tranquille de ceux qui n'ont plus rien à prouver. Tu as pris une décision courageuse, Daniel, dit-elle après quelques minutes. Il tourna la tête vers elle, surpris de la douceur dans sa voix. Beaucoup auraient accepté les excuses. Beaucoup seraient retournés dans cet environnement qui leur a déjà montré qu'ils ne les voulaient pas. Il hocha la tête. Pendant une seconde, j'y ai pensé. Juste pour leur prouver que j'étais plus fort qu'eux, que je valais mieux. Puis il ajouta, presque dans un souffle. Mais j'ai réalisé que je ne devais rien prouver à des gens qui n'ont jamais vraiment voulu me voir. Un sourire discret étira les lèvres d'Eleanor. Voilà pourquoi je me suis intéressé à ton histoire. Daniel fronça les sourcils. Pourquoi moi? Demanda-t-il. Je ne suis personne. Il y a sûrement des centaines d'élèves comme moi. Elle tourna vers lui un regard profond, presque tendre. Il y a 25 ans, j'étais toi. Daniel sia. Vous? Pas fille de fermier. Mais fille d'un homme de ménage. Un homme noir, fier et fatigué, qui me répétait chaque jour, tu devras travailler 2 fois plus que les autres, juste pour qu'on t'accorde le droit d'être à égalité. Le silence s'installa, lourd de sens. J'ai connu le rejet, les regards condescendants, les portes fermées sans explication. Mais quelqu'un a cru en moi. Une seule personne. Et c'est tout ce qu'il m'a fallu. Aujourd'hui, c'est à mon tour. Le véhicule ralentit. Devant eux se dressait un bâtiment aux lignes modernes, baigné de verre et de lumière, avec une enseigne discrète. Fondation Reynolds pour l'excellence éducative. Daniel lut les mots une fois, puis une deuxième. Il n'était plus sûr de respirer normalement. Ce que tu vas découvrir ici, déclara Eleanor en descendant, ce n'est pas une école. C'est un tremplin. Dès qu'il franchit les portes, Daniel fut saisi par la différence. L'espace était vaste, vivant, résonnant d'idées. Des jeunes de tous horizons travaillaient sur des projets dignes de films futuristes, impression 3D d'outils agricoles, robots explorateurs, prototypes d'habitat durable. Une jeune femme s'approcha, souriante, la main tendue. Je suis Zoé. On m'a renvoyé quand l'administration de mon lycée a découvert que je vivais dans un foyer. Aujourd'hui, je développe un système de filtration de l'eau pour les zones rurales. Bienvenue dans l'endroit où notre potentiel est enfin pris au sérieux. Daniel serra sa main, abasourdi. Victor le guida jusqu'à une pièce lumineuse, équipée comme un laboratoire d'ingénierie. Ici, tout est construit pour t'aider à aller aussi loin que ton imagination le permet. Mais, et Rosewood? Et Winters? Demanda Daniel, rattrapé par un brin de réalité. Victor haussa un sourcil amusé. Tu reçois déjà des messages. Les élèves parlent, les parents aussi. Le conseil d'administration s'est déplacé à peine 1 heure après notre départ. Monsieur Winters a été suspendu en attendant les résultats de l'enquête. Et Tyler? Demanda-t-il, un brin de malice dans la voix. Son père l'a retiré de l'école en urgence.
Il semblerait qu'il tienne à sa place au sein du conseil Reynolds plus qu'aux provocations de son fils. Daniel rit. Pas d'un rire moqueur. D'un rire soulagé. Comme s'il se délestait, enfin, d'un fardeau. Ce soir-là, il rentra à la ferme pour parler à ses parents. Il leur raconta tout le programme, les projets, les opportunités. Sa mère, les larmes aux yeux, murmura. C'est une chance incroyable. Mais la décision t'appartient. Son père, plus réservé, demanda. Et si on t'avait proposé de rester à Rosewood? Qu'aurais-tu fait? Daniel sourit. Je crois que j'aurais refusé. Parce qu'ici, je peux construire. Pas simplement me défendre. Et quelque part, il savait qu'il venait de tourner une page qu'on ne lui aurait jamais laissé écrire à Rosewood. 3 semaines passèrent. 3 semaines de silence relatif du côté de Rosewood, mais d'effervescence constante du côté de la fondation Reynolds. Daniel avait plongé tête première dans ce nouveau monde. Chaque jour, il découvrait, expérimentait, posait des questions, proposait des idées. Il se sentait revivre. Mieux encore, il avait l'impression d'exister pleinement. Plus besoin de se cacher. Plus besoin de marcher dans les couloirs les yeux baissés, ni de s'excuser d'être là. Son projet, à peine amorcé, commençait déjà à attirer l'attention, un système d'irrigation intelligent, peu coûteux et adapté aux petites exploitations agricoles comme celles de ses parents. En quelques semaines, il avait obtenu l'assistance d'un ingénieur spécialisé et d'un mentor en développement rural. La fondation croyait en lui et cela changeait tout. Mais un matin, alors qu'il testait une nouvelle valve imprimée en 3D dans le laboratoire principal, Victor entra, une expression grave sur le visage. Il est temps. Daniel releva la tête. Temps pourquoi? De retourner à Rosewood. Le jeune garçon resta silencieux quelques secondes. Il savait que ce moment finirait par arriver. Il l'avait repoussé, enfoui, essayé de l'oublier. Mais il était là. Pourquoi? Demanda-t-il simplement. Parce que ce que tu vis ici n'est pas une fuite. C'est une renaissance. Et pour qu'elle soit complète, il faut affronter ce que tu as laissé derrière toi. Daniel prit une grande inspiration. Je ne veux pas leur prouver quoi que ce soit. Tu n'y retournes pas pour eux, répondit Victor. Tu y retournes pour ceux qui viendront après toi. Les mots résonnèrent profondément. Le lendemain, Daniel monta à bord du même SUV noir. Mais cette fois, il n'était pas accompagné seulement de Victor. Eleanor Reynolds l'attendait déjà à l'intérieur. Elle portait le même calme féroce que lors de leur première visite à l'école. Il faut clore certains chapitres, dit-elle simplement. À leur arrivée, les grilles de Rosewood s'ouvrirent avec un automatisme presque cérémonial. Mais cette fois, ce n'était pas un événement orchestré. Aucun cortège. Pas de caméra. Juste lui, Eleanor, et la certitude tranquille d'être à sa place. L'école semblait plus petite. Moins intimidante. Peut-être était-ce Daniel qui avait grandi depuis. À l'intérieur du bâtiment administratif, le nouveau directeur les attendait. Il s'appelait Monsieur Salazar, un homme d'une 50aine d'années, à la voix calme et aux yeux vifs. Il avait été nommé à la suite de la suspension définitive de Winters. Sa réputation d'éducateur engagé et progressiste précédait son arrivée. Daniel, dit-il en lui serrant la main. C'est un honneur de vous recevoir. Le garçon cligna des yeux, surpris. C'était bien la première fois qu'un adulte dans cette école lui parlait avec autant de respect. Vous savez, poursuivit Salazar, j'ai lu chaque ligne de votre dossier. Ce que vous avez subi ici est une honte. Mais ce que vous êtes en train d'accomplir dépasse tout ce qu'ils ont tenté de vous enlever. Eleanor s'assit en silence. Elle n'intervenait pas. Ce moment appartenait à Daniel. Je ne suis pas venu pour des excuses, dit Daniel. Je suis venu pour qu'on parle de ce qui vient après. Salazar hocha la tête. Je vous écoute. Et Daniel parla. Il parla du système d'irrigation. Du programme de la fondation. Du nombre de jeunes brillants qu'il avait rencontrés, rejetés eux aussi, uniquement à cause de leurs origines ou de leur couleur de peau. Il proposa de collaborer avec Rosewood pour que plus aucun élève ne traverse ce qu'il avait vécu. Je ne veux pas revenir ici, conclut-il. Mais je veux que les prochains Daniel Miller n'aient jamais à partir. Le silence s'installa dans le bureau. Puis Salazar dit doucement.
Je vous propose de diriger un atelier mensuel ici, en partenariat avec la Fondation Reynolds. Vous aurez carte blanche. Et toute la reconnaissance que vous méritez. Daniel sentit quelque chose en lui se délier. Une boucle bouclée. Quand il ressortit du bâtiment, l'air lui sembla plus léger. Devant les marches, il croisa quelques élèves de sa promotion. Certains détournèrent le regard. D'autres lui adressèrent un salut discret. Parmi eux, une fille s'avança timidement. « Je voulais te dire, ce que tu as fait, c'était courageux. » Il hocha la tête, un sourire léger aux lèvres. « Merci. » Dans la voiture, Eleanor ne dit rien. Elle observait le paysage défiler, paisible. Ce n'est qu'en quittant définitivement le campus que Daniel lui demanda. « Vous saviez que j'accepterais de revenir. Je savais que tu finirais par comprendre que ta voix comptait. » Le soir même, alors que le ciel se teintait de rouge au-dessus des champs dorés, Daniel s'installa sur le vieux banc en bois derrière la ferme. C'était son coin à lui. Là où il réfléchissait, où il rêvait, où parfois il fuyait. Depuis son retour de Rosewood, une étrange tranquillité l'habitait comme un orage passé, mais dont l'air garde la trace. Il sortit son carnet de croquis, celui qu'il n'avait plus osé ouvrir depuis des semaines. À l'intérieur, des schémas d'irrigation, des idées griffonnées à la hâte, des lignes à moitié effacées, mais aussi des rêves couchés sur papier. Il y ajouta un nouveau plan, une pompe solaire autonome, simplifiée pour les petites exploitations. Il entendit des pas approcher. Sa mère. Elle s'assit près de lui, les mains posées sur ses genoux. « J'ai parlé avec ton père. Il est fier de toi. Même s'il ne le dit pas souvent. » Daniel ne répondit pas tout de suite. Il regardait l'horizon, où les champs semblaient toucher le ciel. « J'ai revu Rosewood. Le nouveau directeur veut travailler avec moi. Ils veulent que je revienne donner des ateliers. » Sa mère le regarda longuement, une lueur douce dans les yeux. « Tu vois, mon fils, parfois on ne choisit pas où on est. Mais on choisit ce qu'on fait du chemin qu'on nous donne. » Un long silence suivit. Puis Daniel souffla. « Ce n'est pas encore terminé. »« Non, » répondit-elle. « Mais cette fois, tu marches devant. » Le lendemain, à la fondation, Victor attendait Daniel dans la salle de conférence. À son arrivée, il déposa devant lui une tablette contenant plusieurs documents confidentiels. En haut, une mention, dossier interdisciplinaire contesté, 2016-2025. L'enquête avance vite. On découvre beaucoup de cas comme le tien, dit Victor. Mais il y a un en particulier, que tu dois voir. Il ouvrit un fichier. Le visage d'un garçon noir apparut à l'écran. Âgé d'environ 15 ans. Dossier scolaire exemplaire. Motif d'expulsion. Comportement inapproprié non spécifié. Il s'appelait Malik Thomas. Il a été expulsé de Rosewood en 2018. Aucun recours possible. Il vivait seul avec sa grand-mère. Moins de 6 mois après, elle est décédée. Il a fini dans un foyer, puis a disparu des radars. Daniel sentit son ventre se nouer. « Pourquoi vous me montrez ça ? » « Parce que c'est pour lui que tu parles, maintenant. Pour tous ceux qui n'ont jamais eu Eleanor Reynolds. Pour ceux que le système a avalé en silence. » Un poids nouveau s'abattit sur ses épaules. Pas un poids de douleur. Celui de la responsabilité. Et il l'accepta sans discuter. Quelques jours plus tard, Daniel fut invité à une table ronde sur l'équité scolaire organisée par le ministère de l'Éducation. Eleanor y assistait, bien sûr, mais elle restait en retrait. Cette fois, c'était lui que l'on venait écouter. Des directeurs d'établissement, des décideurs, des journalistes. Tous assis autour d'une grande table ovale, pendant que Daniel racontait son histoire. Calme. Précis. Sans colère, mais sans détour. Ce qu'on m'a fait n'est pas unique. Ce qui est unique, c'est d'avoir été sauvé à temps. Mais des milliers d'autres n'ont pas eu cette chance. Des murmures. Des regards échangés. Il conclut. Si une école forme l'élite, elle doit aussi former l'avenir. Et l'avenir ne peut pas être bâti sur l'exclusion, ni sur le silence. La salle se leva. L'ovation fut sincère. Ce n'était plus l'histoire d'un seul garçon. C'était devenu un signal. Un appel. Et au fond de la salle, Eleanor le regardait avec une émotion contenue.
Pas de fierté personnelle. De la reconnaissance. Pour ce que Daniel était devenu. Et pour ce qu'il inspirait déjà. Un matin brumeux, alors que la rosée recouvrait encore les vitres du dortoir de la fondation, Daniel reçut un message inattendu sur sa tablette. L'émetteur. Eleanor Reynolds. Sobre, direct. Rendez-vous au bureau principal, 8 heures. Projet prioritaire. Confidentiel. Il descendit s'entraîner, croisa quelques étudiants qui levaient à peine la tête de leurs écrans, et rejoignit le hall central. Là, dans le salon vitré où se croisaient les mentors, les invités internationaux et les grandes idées, Eleanor l'attendait. Elle était seule, debout, une enveloppe épaisse à la main. À son entrée, elle se tourna immédiatement vers lui. « Assieds-toi. » Il obéit. Elle le fixa un instant, comme pour évaluer son niveau de préparation, ou peut-être pour s'assurer qu'il comprenait que ce qu'elle allait dire allait compter. « Tu es prêt à passer à l'étape suivante ?» demanda-t-elle. « Je crois, oui. » Ce n'est plus une question de croyance, Daniel. C'est une question de choix. Elle posa l'enveloppe devant lui. Il y lut l'en-tête. Conférence internationale sur les technologies éducatives et agricoles Genève 2026. Ton prototype a retenu l'attention de plusieurs chercheurs. Et pas seulement des ingénieurs. Des investisseurs. Des ONG. Des représentants ministériels. Ils veulent que tu présentes ton projet. Sur scène. Daniel sentit son souffle se suspendre. Devant, combien de personnes? Environ 1200. Peut-être plus. Mais ce n'est pas le nombre qui compte. C'est qui ils sont. Elle se pencha vers lui, les mains croisées. C'est une opportunité rare. Et je ne te la propose pas comme une faveur. Tu l'as méritée. Ce projet peut changer la vie de milliers de familles. Comme celle de tes parents. Tu as compris leurs besoins, et tu leur as offert une solution viable. Il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un badge nominatif, un plan de vol, et un programme détaillé. Daniel lut son nom, imprimé avec clarté. Daniel Miller au conférencier invité. Session, agriculture durable pour les communautés rurales. Je n'ai jamais pris la parole devant autant de gens. Eleanor sourit. Tu l'as déjà fait. La différence, c'est que cette fois, ils seront tous là pour t'écouter. Les semaines qui suivirent furent intenses. Des coachs de prise de parole, des traducteurs, des ingénieurs en évaluation d'impact environnemental, tous se relayèrent pour l'aider à préparer sa présentation. Daniel passait ses journées à perfectionner le schéma de son système d'irrigation, à ajuster ses simulations, à répéter ses mots à voix haute dans les couloirs du laboratoire. Mais au fond de lui, une pensée revenait sans cesse, et si je ne suis pas à la hauteur? Et si je déçois? C'est un soir, alors qu'il restait seul dans la salle de projection de la fondation, que Victor le rejoignit. L'écran affichait un plan de Daniel, en surbrillance verte, avec les différentes couches de capteurs à faible coût. Tu sais ce qui te rend différent? Lui demanda Victor en s'asseyant à côté de lui. Daniel secoua la tête. Tu n'as pas inventé quelque chose pour être reconnu. Tu as inventé quelque chose parce que tu savais que le monde en avait besoin. C'est ça, la vraie innovation. Un silence. Puis Victor ajouta. Tu n'as rien à prouver. Tu as juste à raconter ce que tu as fait. Et pourquoi tu l'as fait. Daniel ferma les yeux. La peur était là. Mais quelque chose d'autre aussi. De plus fort. Une clarté. Une conviction. Le jour du départ arriva. À l'aéroport, Eleanor attendait déjà devant l'embarquement prioritaire. Daniel portait une veste simple, sa tablette dans une main, son carnet dans l'autre. Il n'avait pas changé extérieurement. Mais intérieurement, il n'était plus le garçon que Rosewood avait rejeté. En montant à bord, il se retourna une dernière fois. Il pensait à son père, à ses champs, à sa mère qui lui avait glissé une photo de la ferme dans son sac. Il pensait aussi à Malik Thomas, à ceux dont on n'avait pas retenu les noms. Et il se fit une promesse, je ne parlerai pas seulement en mon nom. Je parlerai pour eux tous. L'avion atterrit doucement sur le tarmac de l'aéroport de Genève, encerclé par des montagnes majestueuses et le miroir tranquille du lac Léman. Daniel observa le paysage par le hublot, la gorge serrée. Ce n'était plus un rêve lointain. Il y était.
Un monde qu'il n'aurait jamais imaginé approcher quelques mois auparavant, et pourtant, il s'y trouvait désormais, légitimement, avec un badge accroché à sa veste et un nom que tout un auditorium allait entendre. À la sortie, des voitures attendaient les invités spéciaux. Victor salua l'équipe organisatrice, tandis qu'un coordinateur de la conférence remit à Daniel une pochette d'accueil et une étiquette VIP. Monsieur Miller, votre session est prévue demain matin à 9 h. Votre salle est la plus grande du centre, juste après la cérémonie d'ouverture. Daniel remercia, son cœur tambourinant sous sa chemise. Il aurait préféré une petite salle, une audience discrète, mais il savait aussi que fuir n'était plus une option. La nuit précédant la conférence, Daniel ne dormit que quelques heures. Il relisait sans cesse son discours, vérifiait les données de son projet, peaufinait les visuels. Eleanor, toujours calme, passa brièvement dans le salon de l'hôtel pour lui dire. « Dors, Daniel. Ce que tu vas dire demain ne vient pas d'un texte. Ça vient de toi. » Mais comment dormir, quand le lendemain représentait la validation ou le rejet de tant de mois d'efforts, de doutes, de reconstruction? Le matin arriva. Trop vite. Dans le vestiaire des conférenciers, Daniel se tenait seul devant un miroir. Il ajusta sa veste. Ses mains tremblaient légèrement. Il se força à inspirer profondément. C'est alors qu'un jeune homme entra dans la pièce. Il portait une étiquette jaune. Bénévole. Il s'approcha timidement. « Vous êtes Daniel Miller ? » ? « Oui. J'ai lu votre dossier dans le catalogue de la conférence. Mon grand-père cultive une petite ferme en Tunisie. Votre système d'irrigation pourrait vraiment changer les choses là-bas. » Daniel resta figé, touché par la sincérité dans la voix du garçon. « Merci. Vraiment. » Le jeune homme repartit aussitôt, le laissant seul avec une idée toute simple, ce que je vais dire a une portée réelle. Ce n'est pas une vitrine. C'est une réponse. Quand son nom fut annoncé, un silence respectueux emplit l'auditorium. Daniel monta sur scène, éclairé par des projecteurs puissants. Des centaines de visages le fixaient. Délégations officielles, chercheurs, chefs d'entreprise, journalistes, étudiants. C'était un autre monde. Mais il n'avait plus peur. Il respira, puis parla. Il parla de la ferme Miller. De la terre. De l'eau rare. Des matins passés à arroser les cultures avant de prendre le bus. Du coup des systèmes trop complexes pour les petits exploitants. Il montra son projet, simple, adaptable, efficace. Puis il parla de Rosewood. Pas pour se plaindre, mais pour témoigner. J'ai appris que la vraie injustice, ce n'est pas le manque. C'est qu'on vous dise que vous n'avez pas votre place, même quand vous travaillez dur. J'ai été rejeté non pas parce que j'avais échoué, mais parce que j'avais réussi, sans appartenir à leur monde. Un murmure parcourut la salle. Certains prenaient des notes. D'autres hochaient la tête. Il conclut avec calme. Nous parlons souvent d'innovation, de progrès, de futur. Mais ce futur ne sera juste que si ceux qui vivent dans l'ombre de l'inégalité sont autorisés à marcher à la lumière. Les applaudissements fusèrent. D'abord discrets. Puis nourris. Et enfin, une ovation. Après sa présentation, Daniel fut submergé par les échanges, des professeurs souhaitant tester son prototype sur leur campus, des fondations voulant cofinancer son développement, des représentants gouvernementaux demandant une étude de faisabilité pour leur région. À la fin de la journée, il s'assit, éreinté mais lucide. Ce qu'il avait construit n'était plus un rêve. C'était une réalité en marche. Eleanor le retrouva sur le toit terrasse du centre de conférence. Le soleil se couchait lentement derrière les montagnes. « Tu viens de commencer quelque chose d'important, dit-elle doucement. Et ce n'est que le début. » Daniel hocha la tête. Il n'avait plus besoin de mots. Son regard suffisait à dire « Je suis prêt ». 3 mois après la conférence de Genève, la vie de Daniel Miller n'avait plus rien à voir avec ce qu'elle était. Il n'était pas devenu une célébrité et il ne le voulait pas, mais dans les cercles engagés de l'innovation sociale et de l'éducation équitable, son nom circulait avec respect. Son prototype, rebaptisé Rootflow, avait été sélectionné pour une phase pilote dans 5 régions agricoles à travers 3 continents. Une organisation non gouvernementale s'était proposée pour superviser son déploiement sur le terrain, et la Fondation Reynolds avait débloqué un fonds spécial pour former de jeunes ingénieurs ruraux à son installation. Mais au milieu de cette ascension fulgurante, Daniel n'avait pas changé.
Il restait fidèle à ses racines, à son regard curieux et sincère, à cette humilité que même les feux de la reconnaissance ne pouvaient altérer. Il rentrait encore le week-end à la ferme. Il aidait toujours son père à réparer les clôtures, arrosait le potager de sa mère. Il n'avait pas oublié d'où il venait et il avait simplement élargi le champ de son horizon. Un après-midi, alors qu'il rentrait d'une réunion avec des ingénieurs partenaires, Victor le rejoignit dans le laboratoire de la fondation. Il tenait une boîte en carton finement scellée. « Tu reçois beaucoup de choses ces derniers temps, mais celle-ci. » Il sourit. « Vient de Rosewood. » Daniel haussa les sourcils. « De Rosewood ?» Victor posa la boîte sur la table, et Daniel l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva une lettre officielle, frappée du sceau de l'Académie. Elle était signée par le directeur Salazar lui-même. Il la lut silencieusement. À Monsieur Daniel Miller. Nous avons l'honneur de vous informer que votre nom a été proposé à l'unanimité pour recevoir la médaille de l'engagement éthique et de l'innovation sociale. En reconnaissance de votre action déterminante pour faire évoluer la culture de l'établissement, et pour avoir ouvert une voie nouvelle à de nombreux élèves qui, grâce à vous, ont retrouvé leur place dans cette école. En dessous, une liste de signatures, enseignants, membres du conseil, élèves y compris certains de ceux qui l'avaient ignoré ou moqué autrefois. Daniel reposa la lettre, sans mots. Victor s'assit à côté de lui. On ne répare pas tout avec une médaille. Mais parfois, les institutions apprennent. Lentement. Grâce à ceux qui ont eu le courage de rester debout. Daniel regarda à travers la vitre du laboratoire. Il y avait des élèves dans la cour. Des visages différents. Des langues diverses. Une vie nouvelle prenait forme là-bas, et il en avait été le déclencheur. Le lendemain, il reçut un appel inattendu. L'une des écoles rurales du nord du pays, à faible financement, proposait de nommer son programme d'ingénierie environnementale en son honneur. Nous ne pouvons pas t'offrir une salle moderne ou un auditorium, dit la directrice avec un sourire dans la voix. Mais nous pouvons faire en sorte que les élèves sachent que quelqu'un comme eux a fait la différence. Daniel accepta sans hésiter. Dans les semaines qui suivirent, il reçut des messages de jeunes de tous horizons. Certains racontaient leur parcours, d'autres leur isolement, leurs rêves. Des récits que Daniel prenait le temps de lire, un à un. Il répondait personnellement, dès qu'il le pouvait. Eleanor le surprit un soir devant son ordinateur, répondant à un message d'un élève de Nairobi. « Tu pourrais déléguer ça, tu sais. » Non. Chaque histoire compte. Personne ne les a écoutés quand ils en avaient besoin. Moi, je le peux. Elle le regarda longtemps, puis déclara simplement. Tu es devenu ce que j'espérais. Mieux encore, tu es devenu ce que tu aurais toujours dû avoir le droit d'être. Un jour de printemps, une cérémonie fut organisée à Rosewood pour l'inauguration du programme Miller de leadership et résilience. Daniel y fut invité. Il accepta. Il n'y retourna pas pour recevoir une distinction. Il y retourna pour parler aux nouveaux ceux qui auraient pu être rejetés comme lui, mais qui, grâce à lui, avaient une place désormais. Il monta sur scène, sans note. Il fut un temps où je croyais que le monde se divisait entre ceux qui avaient le droit d'être ici, et ceux qui devaient prouver qu'ils le méritaient. Aujourd'hui, je crois que personne ne devrait supplier pour exister. Chacun d'entre nous porte un monde. Il faut juste qu'on nous laisse l'espace pour le construire. Un an s'était écoulé depuis le jour où Daniel avait franchi les grilles de l'Académie Rosewood pour la dernière fois. Une année pleine. Intense. Transformante. Son système Rootflow était désormais opérationnel dans plus de 20 villages à travers le monde. Les retours affluaient. Les récoltes s'amélioraient, les enfants passaient moins de temps à chercher de l'eau, certaines écoles rurales avaient même pu ouvrir des jardins éducatifs grâce à son installation. Ce qui avait commencé comme un projet d'un jeune garçon injustement exclu était devenu une révolution discrète mais profonde. Mais au-delà des chiffres, Daniel avait compris que sa plus grande réussite n'était pas technologique. C'était humaine. À la Fondation Reynolds, un matin, Victor lui tendit un dossier. Voici l'étude d'impact complète. Le conseil d'administration veut aller plus loin. Créer une école pilote dans une zone rurale. Modèle éducatif intégré. Pédagogie par projet. Aucune barrière d'entrée. Daniel feuilleta les premières pages. C'était ambitieux. Visionnaire. Et il lui demandait de le diriger. Pas dans un avenir lointain. Dès l'année suivante.
Je suis honoré. Murmura-t-il. Mais je ne suis pas encore prêt. Victor hocha la tête. Peut-être pas. Mais tu l'étais déjà bien avant de le croire. Quelques jours plus tard, Daniel se rendit seul à Rosewood, sans convocation ni événement officiel. Il marcha dans les couloirs rénovés. Des œuvres d'élèves aux origines variées décoraient désormais les murs. Dans le hall, une nouvelle inscription figurait sur une plaque. À ceux dont la voix a été étouffée, et à ceux qui ont osé la libérer. En mémoire de Malik Thomas, et en honneur de Daniel Miller. Il resta un long moment devant. Cette même semaine, il fut invité à un lycée public dans une banlieue oubliée. Une enseignante lui avait écrit. Beaucoup de nos élèves n'imaginent même pas ce qu'ils pourraient devenir. Vous leur avez donné un modèle. Accepteriez-vous de venir leur parler? Il accepta. Debout sur l'estrade d'une salle polyvalente aux murs défraîchis, il observa les visages tendus devant lui. Des adolescents comme lui. Certains sur le point de baisser les bras, d'autres déjà résignés. Il inspira, posa son carnet, et parla. Il ne parla pas de prix ni de conférence. Il parla du regard du proviseur Winters. Du sac à dos qui avait touché le sol. Du silence des professeurs. Et de la voix qu'il avait fini par faire entendre, quand plus personne ne l'écoutait. Ce n'est pas l'endroit d'où vous venez qui définit votre avenir. Ce sont vos choix. Votre force. Ce que vous décidez de faire quand le monde vous ferme ses portes. Puis il conclut. On m'a dit un jour que je ne méritais pas d'être là. Aujourd'hui, j'ai construit mon propre espace. Et vous pouvez faire de même. Le silence dans la salle était total. Puis un élève au fond leva la main. Comment tu as su que ta voix comptait? Daniel sourit, le cœur serré. Je ne l'ai pas su tout de suite. Je l'ai cru, un jour. Puis je l'ai prouvé, un mot à la fois. Ce soir-là, alors qu'il rentrait à la ferme, il retrouva ses parents dans la cuisine. Sa mère préparait des tomates farcies. Son père lisait le journal, lunettes glissées sur le bout du nez. Il s'assit avec eux, comme avant. Comme toujours. Il n'avait jamais eu besoin qu'il change. Il l'avait seulement soutenu assez fort pour qu'il ne se brise pas. Tu rentres souvent ces temps-ci, dit son père sans lever les yeux. C'est ici que je respire, répondit Daniel. La nuit tombait sur la campagne. Dans sa chambre, Daniel ouvrit une lettre qu'il n'avait pas encore osé lire. Elle venait d'un jeune garçon inscrit à la nouvelle bourse de Rosewood. Il s'appelait Samir, 13 ans, et venait d'un village isolé. Je ne savais pas qu'on avait le droit de rêver. Jusqu'à ce que je lise votre nom. Merci d'avoir ouvert la porte. Je vais la garder ouverte aussi, pour les autres. Daniel referma la lettre, les larmes aux yeux. Et comprit que son combat n'avait jamais été à propos d'une école. Mais à propos d'un monde. Un monde plus juste, plus grand, plus ouvert où chaque voix, même la plus silencieuse, pouvait devenir un écho qui transforme tout.